47 millions de Publisac sont distribués chaque année à Montréal. Bon nombre prennent directement le chemin de la poubelle ou du bac de recyclage, ce qui coûterait 1 million de dollars par année aux contribuables montréalais. Aujourd'hui à l'émission, un peu comme l'annuaire téléphonique, on se demande si les Publisac ne sont pas une invention d'un autre siècle. Devrait-on aller jusqu'à les interdire? On en discute en table ronde. Ici Sophie Valran. Bienvenue à Mise à jour. Comme l'a fait Halifax notamment et plusieurs d'autres villes canadiennes, l'administration Plante va se pencher sur les coûts environnementaux, les coûts financiers de la distribution des Publisac. Tout ça va se faire dans le cadre d'une vaste consultation entourant la révision du plan de la ville en gestion des matières résiduelles. Donc, ce n'est pas une consultation uniquement sur les Publisac, mais ça va être une infime partie, mais c'est un sujet qui suscite énormément d'intérêt. Un sujet qui suscite de vives réactions. On aime ou on déteste les Publisac. Alors, pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai Benoît Chartier. Bonjour, Monsieur Chartier. Bonjour. Président du conseil d'administration d'Hebdo Québec. Donc, vous représentez aujourd'hui tous les hebdos du Québec qui sont distribués dans ces Publisac. Exactement. Avec nous également Pierre-Alexandre Blouin. Bonjour. Bonjour. PDG de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Donc, 8000 détaillants en alimentation au Québec, qui sont aussi dans les Publisac, pour qui c'est important d'avoir leur publicité distribuée dans les foyers du Québec. Également avec nous, Charles Monpetit. Bonjour. Bonjour, Monsieur Monpetit. Bienvenue à Mise à jour. Donc, vous êtes auteur. Vous défendez plusieurs causes depuis plusieurs années, la liberté d'expression, la lutte au tabagisme, la protection de l'environnement. Mais votre nouveau cheval de bataille, ce sont les Publisac. Vous avez lancé l'automne dernier une pétition pour qu'il y ait des consultations et vous, dans votre secteur, vous recueillez les infractions qui sont commises là, quand les gens ont des vignettes et que les Publisac sont quand même distribués. Donc, on va parler de ce sujet-là. Je suis certaine qu'à la maison, vous avez votre position à savoir, est-ce qu'on doit garder les Publisac ou est-ce qu'on doit les interdire ou est-ce qu'on devrait peut-être les garder mais les encadrer? Monsieur Monpetit, je commencerai avec vous. Pourquoi les Publisac? Qu'est-ce qui vous irrite tant de ce mode de distribution-là d'encarts publicitaires et des hebdos régionaux? C'est pas tellement le mode de distribution qui me dérange, c'est le fait qu'il y a présentement des règles qui sont censées encadrer la distribution des Publisac et qui ne sont pas respectées. Ça m'est arrivé personnellement chez moi de recevoir un Publisac alors que j'ai le fameux autocollant qu'on appose sur nos boîtes à lettres pour le pictogramme. Ne pas en recevoir. J'ai avisé la compagnie à 4 reprises et j'ai quand même, dans chacun des cas, continué d'en recevoir. Alors, à partir de là, je me suis dit, bien, peut-être que c'est pas à la compagnie elle-même que je devrais m'adresser, mais plutôt à la ville. Parce que c'est le règlement de la Ville de Montréal qui dit que la compagnie de distribution devrait respecter ces pictogrammes-là. Et je me suis demandé aussi pourquoi est-ce que c'est à ceux qui n'en veulent pas de devoir apposer un autocollant. Ce serait la seule publication au Québec qui fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire de distribuer à tout le monde, sauf à ceux qui le refusent expressément. Il n'y a aucun autre journal quotidien ou revue qui distribue à tout le monde, sauf ceux qui refusent. Imaginez le nombre d'autocollants qu'il faudrait avoir sur notre boîte à lettres si tout le monde procédait de cette façon-là. Alors, je me suis dit, c'est pas le consommateur qui devrait être le responsable de régler ce problème-là. Me semble qu'on est capable de régler ça plus à la source que ça, c'est-à-dire la compagnie qui distribue devrait les distribuer comme toute autre publication qui fonctionne par abonnement, uniquement à ceux qui en veulent. OK. On va revenir aux démarches que vous avez entreprises, là, parce qu'elles sont multiples. Je vais aller avec M. Chartier. Donc, les hebdos sont distribués dans les Publisac. Est-ce que ça pourrait
faire partie de votre réflexion de revoir le mode de distribution? Est-ce que la proposition, par exemple, de M. Monpetit, que ce soit sur abonnement, c'est-à-dire que ce soit les gens qui veulent le Publisac, qui a un autocollant, que ça fonctionne comme ça plutôt que le contraire? Ça va être difficile parce que le modèle de la presse hebdomadaire au Québec est basé sur une distribution qui est élargie porte à porte. Alors, chaque citoyen qui habite dans une ville ou un village ou une grande cité comme Montréal a droit à son information. Et c'est difficile pour nous de faire une porte, de ne pas faire 3 portes, de faire une autre porte. Et le modèle d'affaires aussi économique est basé, entre autres, sur l'annonceur qui, lui, achète de la publicité dans nos journaux et s'attend à ce que l'ensemble des citoyens de la ville où le Publisac est distribué reçoivent son journal porte à porte. Alors, c'est un peu pour ça que c'est difficile pour nous là, de penser à avoir une distribution sélective. Oui, les quotidiens ont des abonnements. Il peut y avoir 3 abonnements sur une rue, c'est ça, le Journal de Montréal ou Le Devoir peut avoir des camelots, mais la presse hebdomadaire au Québec, dans son ensemble, est basée sur une distribution gratuite, porte à porte, sauf exception. Là, on peut parler peut-être de 95 des hebdos au Québec sont de porte à porte. Pendant que je vous ai à l'émission, M. Chartier, oui. pouvez-vous nous parler de... On parle beaucoup de la crise oui. Des médias écrits, notamment des hebdos. Oui. Comment ça va dans votre secteur et qu'est-ce qui vous menace en ce moment le plus? Enfin, c'est peut-être un autre débat, là, oui, mais ça fait partie de la discussion c'est parce que même, nous, on là, vit plusieurs tempêtes présentement, là, je pourrais dire depuis 4-5 ans là, au sein de la presse hebdomadaire. Et là, la dernière tempête, je n'appelle pas ça une tempête, mais le dernier problème, la problématique qu'on voit présentement, c'est le Publisac. C'est dur. On vit une concurrence déloyale et totalement injuste de la part du GAFA. Alors, le GAFA, là, pour l'anacronyme, Google, Amazon, Facebook et Apple. Et on peut aussi ajouter maintenant le N là, pour Netflix. Alors, on peut utiliser le GAFAN. Alors, mais les 2 gros joueurs qui nous font très mal, c'est Google et Facebook qui viennent accaparer notre publicité d'une manière déloyale, sans TPS, sans TVQ. Est-ce que la fin des Publisac serait la fin des hebdos au Québec? Bien, c'est au niveau de la distribution. C'est le modèle d'affaires qui est difficile à changer parce qu'on pourrait être distribué par d'autres distributeurs, mais présentement, ces distributeurs-là n'existent pas. Et Post Canada charge très cher et le modèle d'affaires de Post Canada n'est pas réglé pour la distribution de journaux porte-à-porte. Malgré qu'il faut retenir une chose, j'écoute M. Monpetit parler, Post Canada distribue porte-à-porte des circulaires et des petits pamphlets qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. Qu'on ait ou pas le petit pictogramme, Post Canada va quand même déposer le... Oui, on a beaucoup de publicité, de Post Canada aussi. Monsieur Blouin, pour les détaillants, quelle est l'importance du Publisac? Quelle importance ça a? Quel impact économique ça a pour les commerçants? Bien, les détaillants sont des annonceurs, que ce soit avec des circulaires qui se retrouvent dans le Publisac ou encore directement dans les médias imprimés. Dans les médias imprimés, oui. Puis c'est une question de choix de stratégie marketing des différentes entreprises. Généralement, les plus gros vont avoir une circulaire. Des fois, un plus petit commerçant, dans un quartier donné, va vouloir cibler une clientèle précise dans son quartier pendant une page ou 2 pages. Donc, pour faire une publicité, que ce soit à quelques reprises ou encore de façon plus régulière, c'est un outil pour aller rejoindre des nouveaux consommateurs, aller convaincre des clients de revenir chez nous. Il n'existe pas actuellement d'alternative évidente pour les détaillants pour aller chercher l'attention des consommateurs. Parce que c'est ça, dans le fond. C'est la possibilité d'aller chercher des clients qui ne sont pas nécessairement chez vous de façon régulière. Mais est-ce que les sites, parce qu'il y a des sites Internet, maintenant on trouve les circulaires en ligne, il y a des versions numériques, circulaire.ca, il y a une application Reebee. Est-ce que ça ne devrait pas être plus développé, être une alternative qui est de plus en plus, qui a plus de promotion autour de ça? Bien, ces alternatives-là se développent. Il y a graduellement plus de consommateurs qui utilisent de nouveaux médiums pour aller consulter la circulaire. Mais force est de constater qu'on a encore beaucoup de clients qui apprécient la version papier, la version qui sont capables d'annoter, de valider en les ayant tous un à côté de l'autre. Les sondages qui ont été faits à cet effet-là démontrent que les gens sont attachés à ce médium. On en a même, nous, dans nos magasins, quand les gens entrent le jeudi, la pile de circulaires diminue très rapidement dans l'entrée des magasins. Ça fait partie des outils dont on a besoin à l'heure actuelle pour fonctionner. Est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, ce sera toujours le cas? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Il y a plein d'alternatives, mais malheureusement, sur le web,
tous les détaillants ne sont pas égaux parce qu'il y a des joueurs, comme on disait tout à l'heure, du GAFA, mais aussi des grandes chaînes, des grands groupes corporatifs qui ont beaucoup plus de moyens pour se positionner, pour acheter des listes d'envoi à des personnes pour utiliser différentes stratégies commerciales. La possibilité d'acheter un encart dans un journal local, par exemple, qui est distribué dans le Publisac, bien, c'est un moyen beaucoup plus économique pour un commerçant que de publiciser une publicité Facebook, par exemple, dans certains cas. Oui. Avec un reach, excusez-moi, l'anglicisme, avec une capacité d'aller rejoindre le consommateur qui est peut-être un peu moins ciblé. Monsieur Monpetit, c'est sûr que M. Chartier, M. Blouin représentent les hebdos du Québec, les détaillants du Québec. Est-ce que la réalité n'est pas différente à Montréal versus en région ou même en banlieue? Est-ce que la réalité de Montréal, des Publisac, est différente? Est-ce que ça a un impact peut-être un petit peu moindre au niveau des commerçants? Bien, je peux vous dire un exemple parmi d'autres. C'est que les gens de Publisac se plaisent à dire que 87 des gens aiment leur Publisac. Oui, 87 liraient leur Publisac 27 minutes. Mais ça, c'est un sondage qu'ils ont commandé eux-mêmes à l'échelle du Québec. Si vous demandez la différence avec Montréal, bien, ce que je peux vous donner comme renseignement présentement, c'est qu'il y a eu une émission à Montréal, à Radio-Canada, qui a fait son propre sondage, encore plus récemment, et avec encore plus de monde qui avait été consulté lors du sondage de Publisac en premier lieu. Et eux, à l'émission, ils ont eu comme résultat qu'il y a seulement 14 de la population qui était en faveur des Publisac. Qui voulait conserver son Publisac. Alors, déjà, il y a une grosse différence entre le marché à l'ensemble de la province et le marché en ville. Parce que quand on est en ville, on vient entasser les uns sur les autres et un environnement souillé, bien, ça se sent beaucoup plus rapidement. Et bien, je ne peux pas faire autrement que réagir à la remarque de M. Chartier tout à l'heure, comme quoi c'est difficile, dit-il, de faire un porte-à-porte en prenant une porte à un endroit puis en sautant les deux portes suivantes. Ouais. Mais c'est pourtant ça qu'on doit faire à Montréal. C'est la condition qui a été établie par la Ville de Montréal pour permettre la distribution des circulaires, c'est qu'il faut sauter les portes où on n'a pas le droit de distribuer le Publisac. Donc, c'est déjà quelque chose qui se fait. Nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on ne devrait pas obliger les citoyens à se défendre contre quelque chose qu'ils n'ont jamais demandé à recevoir. On devrait tout simplement leur remettre avec un pictogramme, non pas rouge, mais mettons bleu, juste un cercle qui entoure une circulaire sans la barrer. Et ce serait à ces portes-là qu'on distribuerait de porte à porte. Au niveau de l'effort du camelot, ce serait exactement le même. Comment vous gérez ça, les pictogrammes? Est-ce que c'est à Hebdo-Québec? Les gens peuvent appeler le Publisac, là, il y a des numéros. Nous, c'est Transcontinental qui gère les pictogrammes. Parce que de l'observation, de l'enquête que M. Monpetit mène depuis quelques mois, ça ne semble pas être très, très respecté. Moi, par contre, je peux vous dire, pour mon témoignage, j'en ai un et je n'ai pas de problème. J'habite sur la Rive-Nord de Montréal, ça va très bien. Donc, est-ce que c'est en ville que c'est plus difficile de respecter les pictogrammes parce que c'est des immeubles à logement? Peut-être. Je travaille pas chez TC, là. Je représente les hebdos qui sont dans le sac de TC Transcontinental. Mais c'est sûr que, oui, le pictogramme fait en sorte que le camelot doit sauter quelques portes si le pictogramme est présent. Et TC affirme qu'il respecte très bien cette consigne-là. Mais l'option que présente M. Monpetit, c'est-à-dire d'inverser, je crois que ça compliquerait énormément la tâche de distribution au niveau de la distribution du Publisac, pas en plus à Montréal qu'en région, là, ça, assurément, là, parce que c'est vrai que c'est deux réalités, là. Le sac à Montréal et le sac en région. Mais il y a une chose qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y a un hebdomadaire qui est dans un sac. Hein. Alors, c'est pas juste de la promotion qu'on voit dans ce sac-là. Il y a quand même, puis M. Monpetit semble passionné par la liberté d'expression, il y a une certaine liberté d'expression qui est livrée à chaque semaine dans le sac, qui est un hebdomadaire, qui est rempli de nouvelles, qui est rempli d'opinions, qui joue un rôle démocratique dans son quartier ou dans sa ville ou dans la grande ville de Montréal.
Alors, ça c'est un point extrêmement important qu'il faut tenir compte dans tout le débat du Publisac. C'est important de rejoindre chaque citoyen pour chaque débat qui sont présents, soit dans les quartiers ou dans les villes du Québec. Alors, moi, comme éditeur d'un journal, je m'attends à ce que mon journal soit distribué à toutes les portes. Je respecte ceux qui ne veulent pas de sac. Je respecte ceux qui ne veulent pas lire mon journal. J'ai aucun problème avec ça. Mais ça fait partie entière. C'est l'entièreté du débat de savoir qu'il y a un journal qui est distribué porte à porte, tous les semaines, à la grandeur du Québec, dans le Publisac. Il y a un coût, on a parlé beaucoup des coûts économiques, de l'impact que ça pourrait avoir sur les hebdos, les commerçants, d'avoir des Publisacs sur abonnement, mais il y a un coût environnemental aussi au Publisac. Dans vos recherches, vous avez aussi ces informations-là, que ça coûte quand même... en fait, la plupart des Publisacs, ou bon nombre, vont se retrouver directement dans le bac de recyclage ou encore même à la poubelle. Bien, ça, c'est de l'ordre à Montréal, là, parce que j'avoue que je me concentre particulièrement sur cette zone-là, vu que c'est une zone qui a des règlements sur le sujet. Ce n'est pas toutes les villes qui en ont. C'est justement ce qu'ils veulent faire avec les consultations qui ont été annoncées pour ce printemps-ci. C'est-à-dire, ils veulent évaluer ces coûts-là. Ce n'est pas ma tâche à moi. Et je pense que c'est tout à fait légitime de vouloir regarder qu'est-ce que ça coûte en dommages environnementaux. Il est certain qu'on ne peut pas prétendre que 900 000 sacs livrés chaque semaine à Montréal, c'est-à-dire ça génère 500 tonnes de déchets par semaine, on ne peut pas croire que c'est sans aucun coût pour l'environnement, ça. Et quand bien même ils seraient tous recyclés à 100 bien, ça demande quand même un effort énorme pour arriver à les produire, les distribuer et ensuite les envoyer au recyclage. Tout ça pour quelque chose qui, dans bien des cas, ne serait pas lu. J'ai aucune objection, quand on parlait de liberté d'expression plus tôt, à ce que les sacs soient livrés à ceux qui les veulent. Alors, ne parlons pas d'interdiction, mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on insisterait pour les remettre à quelqu'un qui n'en veut pas. Et ça ne changerait absolument pas ni le lectorat des détaillants, ni celui des journaux. C'est uniquement ceux qui ne lisent pas le contenu des sacs qui n'en recevraient plus selon le plan de l'abonnement. Alors, il n'y aurait aucun changement sur ce plan-là. Oui, allez-y, vous avez... En fait, ce qu'il faut comprendre aussi dans la mécanique, un annonceur, que ce soit dans un journal ou encore celui qui va diffuser une circulaire, son objectif, il va payer en fonction d'un certain tirage. Si le modèle d'affaires est modifié, si on décide maintenant qu'il y aurait un abonnement pour pouvoir offrir le circulaire dans un quartier, dans un arrondissement, bien, on va payer en fonction du tirage. Donc, si on repart à zéro, parce que c'est de cela qu'on parle actuellement, c'est qu'on repart le tirage à zéro. Donc, pour la première publication, moi, annonceur détaillant, je vais payer zéro pour être présent dans le Publisac. Le modèle d'affaires ne fonctionne plus. Ça, le modèle ne peut plus me distribuer parce qu'il y a besoin de revenus que moi, je paie comme annonceur. Je dis moi, chacun des détaillants ou chacun des joueurs qui sont présents dans ce véhicule-là. Puis sinon, bien, on va se retourner vers un autre médium. Est-ce que ça va être Post Canada? Est-ce que ça va être d'autres modèles de distribution qu'on ne connaît pas? On a le besoin de rejoindre ces clients-là. Oui, le web fait partie des outils qui sont disponibles, qui sont à notre portée, mais actuellement, ils ne permettent pas de cibler très précisément toutes les maisons dans un quartier. Dans un périmètre plus proche de mon magasin, parce que moi, j'ai un seul magasin, par exemple, dans Rosemont, puis mon objectif, c'est que les gens dans Rosemont entendent parler de moi. Il existe actuellement pas de solution aussi efficace, puis je n'ai pas les moyens de me payer une publicité à la télévision, à la radio. J'ai besoin d'outils qui vont me permettre de me différencier sur mon territoire. Actuellement, ce véhicule-là, qui est le Publisac, avec l'ensemble du contenu, me permet de rejoindre ma clientèle puis de les inciter à venir chez moi plutôt que chez mon voisin. Donc, la grande difficulté du modèle qui serait volontaire, c'est vraiment qu'on refait complètement le modèle d'affaires, puis on ne sait pas s'il va y avoir encore un véhicule à la fin.
Mais de refaire le modèle d'affaires, de parler de la menace du GAFA, c'est pas la seule industrie là, qui est menacée ou qui est obligée de changer son modèle d'affaires à cause de Google, Amazon, Facebook ou Apple. On l'a vu dans l'industrie du taxi. Bien, au premier chef, nous sommes visés. On le vit ici dans les médias électroniques. Vous êtes visés même au niveau du commerce de détail. Est-ce que le Publisac, un peu comme l'annuaire téléphonique qu'on avait systématiquement à nos portes encore il y a quelques années, là, maintenant, on ne le reçoit plus. Est-ce que c'est un outil d'un autre siècle? C'est-à-dire que l'annuaire téléphonique, on le reçoit encore. Peut-être pas sur l'île de Montréal. Moi, je suis sur la Rive-Nord, puis ça fait longtemps qu'on ne le reçoit plus. En région, il y a encore beaucoup d'entreprises qui publient des bottins téléphoniques. Bon, c'est sûr que c'est pas là, la haute technologie, là, le bottin téléphonique, mais il faut dire qu'il en reste encore là, des bottins téléphoniques. Mais est-ce que c'est pas un outil d'un autre siècle? Est-ce qu'on ne doit pas penser davantage en termes de développement durable? On a tout le pacte là, que Dominique Champagne a lancé avant les fêtes. Les gens sont de plus en plus conscients qu'il faut poser des gestes pour l'environnement. Il faut comprendre que le papier qui est à l'intérieur du Publisac est produit à partir de matières recyclables. Et il a une deuxième vie, là, cette fibre-là, cette fibre de papier, elle peut être recyclée au-delà de 10 fois. Là. Alors, on parle quand même de... Il y a une économie circulaire là, au sein du... dans le sac. Bon, le sac de plastique, là-dessus, il y a une discussion à avoir. Bon, est-ce que ce plastique-là est recyclable? On me dit que oui. Il y a des solutions, il y a des pistes à faire en sorte qu'on puisse peut-être recycler ce sac-là. Mais une chose est sûre, c'est que pour ce qui est de la presse hebdomadaire, il y a encore des gens qui veulent un journal papier. Là. Je veux dire, les gens désirent un journal papier encore, aujourd'hui, encore plus en région. Et je vous garantis que d'ici 5 ans, il y aura encore des nouvelles imprimées sur du papier et qu'on va lire. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Parce que vous parliez d'impacts environnementaux puis du recyclage, effectivement, mais ce que les gens ignorent souvent, c'est qu'il faut enlever les sacs. Oui. Il faut enlever les circulaires. Ça, c'est un point où c'est inscrit là, sur le sac, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Exactement. Quand on le remet comme ça directement dans le bac de recyclage, ça va finir à la poubelle. Il y a une conscientisation à faire là-dessus. Ça, c'est clair, net et précis. Puis vous parliez d'emballage, éventuellement. Est-ce qu'on pourrait espérer avoir peut-être quelque chose qui est en papier, qui fait que quand ça va au bac, bien, ça va automatiquement il y a des pistes être entièrement recyclé? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a des pistes de solutions qui semblent se travailler à vouloir peut-être remplacer le plastique ou avoir un plastique biodégradable, malgré qu'il y a déjà eu un plastique biodégradable. Mais au recyclage, il n'y avait pas de piste de solution pour ce plastique-là au niveau du recyclage. Le problème avec les sacs dégradables, on parle notamment d'oxo-dégradables, c'est que le plastique, s'il est mélangé aux autres plastiques dans le bac de recyclage, il va donner des propriétés qui ne sont pas souhaitées dans le plastique. Est-ce que ça pourrait pas être un sac en papier à ce moment-là? Bien, le problème, c'est l'eau. Mais il y a moyen de probablement trouver des solutions avec peut-être un sac en papier. L'objectif, c'est vraiment de ne pas remplacer un modèle par un autre qui serait aussi pire ou sinon encore pire. Évidemment, il y a des enjeux environnementaux liés à la génération. Il ne faut pas oublier que les entreprises qui génèrent... Donc, si moi, je suis propriétaire d'une marque de commerce, que je mets en marché un circulaire, je vais payer en fonction de ce matériel-là qui a été créé pour compenser la collecte sélective. Donc, on prend une part des responsabilités. J'imagine que TC fait de même avec son produit Publisac, donc le sac et les autres éléments qu'il pourrait insérer à l'intérieur. Donc, il y a une responsabilité que les entreprises prennent. Je voudrais revenir un petit peu. Vous parliez tout à l'heure d'un outil d'un autre temps. Vous avez raison, avec certaines clientèles, on pense aux plus jeunes, il y a des gens qui probablement consultent moins le modèle papier qu'on a devant nous aujourd'hui. Et peut-être qu'avec eux, on va pouvoir avoir une modification dans le modèle de distribution dans le futur, puis avoir d'autres types d'alternatives. Mais force est de constater qu'on a encore beaucoup de clients qui recherchent à avoir cet outil-là papier qui est le circulaire ou encore l'encart. Puis, si on ne répond pas à ces gens-là, bien, comment est-ce qu'ils vont faire pour se rendre dans nos commerces? Il ne faut pas l'oublier, ça reste le nœud de tout ça. On veut attirer des consommateurs à venir dans nos magasins plutôt que d'aller en périphérie, de se retrouver dans des power centers où on n'offre pas ces services-là. Monsieur Monpetit, ces arguments-là en faveur des hebdos locaux, en faveur du commerce local, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez à ça? Je suis d'accord. Je vais vous surprendre sur ce point-là. Et je vais souligner, entre autres, ce que vous venez d'apporter sur le fait que si le tirage était inférieur, bien, vous devriez payer moins cher.
moi, me semble que ce serait tout à votre avantage qu'on supprime du 900 000 le pourcentage qui ne lit pas le Publisac. Et pour rejoindre la même clientèle qui vous lit chaque semaine, bien, vous payeriez moins cher. N'est-ce pas avantageux? Autrement dit, le taux de réussite, c'est un peu ça? C'est-à-dire que là, vous auriez une réussite. C'est le taux de lecture. Le taux de lecture. Alors, même chose pour les journaux locaux. Vous ne perdriez pas de lecteurs. Vous perdriez seulement ceux qui ne vous lisent pas. Et me semble qu'en soi, à la base, on ne peut pas nier qu'il y a là un progrès environnemental. On arrête de produire pour rien des sacs qui sont non utilisés par une bonne partie de ceux qui les reçoivent. Il me semble que ça irait à votre avantage. Et je pourrais même dire aussi que un journal local, ça se fait prendre beaucoup de publicité par le Publisac. C'est-à-dire que les compagnies, s'ils n'avaient pas le Publisac, annonceraient directement dans le journal. Ben, est-ce que ça ne serait pas à votre avantage peut-être, aussi? là, mais ça, il faudrait voir. Je ne parle pas de supprimer. Je parle pas de supprimer le Publisac. Non. Je parle de supprimer la portion du tirage qui n'est pas utilisée. Je reviens toujours au fait que la compagnie, dans bien des cas, ne respecte pas les pictogrammes actuels. Et donc, me semble qu'on ne peut pas nier que est-ce dans l'avantage des détaillants et des journaux locaux d'être associé à quelqu'un qui enfreint la loi. Il me semble que vous ne pouvez pas appuyer ça, n'est-ce pas? Bien, assurément, on ne peut pas appuyer quelqu'un qui enfreint la loi, mais TC nous garantit que les pictogrammes sont respectés. Alors là, il faudrait faire une enquête en bonne et due forme. Monsieur Chartier, est-ce qu'à Halifax aussi, il y a d'autres villes, je le disais, qui se penchent sur le problème. À Halifax, ils ont décidé de ne pas interdire le Publisac, mais il est distribué à côté des boîtes aux lettres. Donc, les gens qui veulent le lire, qui sont intéressés, le prennent et l'emmènent chez eux. Est-ce que ça ne pourrait pas être un mode de distribution qui est envisagé, ça, éventuellement? Oui, d'ailleurs, en région, le Publisac n'est pas toujours... Dans des plex multilogements aussi, souvent à l'entrée, les Publisacs sont là. Il n'est pas non plus porte-à-porte à la grandeur du Québec. Là. Ils ont le principe du fameux poteau qu'on peut retrouver là, à côté des boîtes postales communes, là, où on prend un sac ou on ne le prend pas, là, à son choix. Ça, c'est présent dans l'ensemble du Québec, entre autres. Là. Les pourcentages, je ne peux pas dire. Là. Monsieur Monpetit, il nous reste peu de temps à l'émission. Donc là, il y a des consultations qui vont être en cours éventuellement là, par la Ville de Montréal. Est-ce que ça vous satisfait, ça, même si c'est inclus dans une vaste consultation sur la gestion des matières résiduelles, rapidement, qu'au moins on va pouvoir discuter de l'avenir des Publisacs? Réponse très courte, oui. Non. Je vais y participer à ces consultations-là. Mais ce que nous avions demandé, et c'est ce pourquoi la Ville a amené ça sur la table, c'est d'avoir une consultation sur les Publisacs et non pas quelque chose de noyé dans un paquet d'autres sujets sur les déchets environnementaux. Je vous remercie aux trois d'avoir été là, de vous être prêtés au jeu. Vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup, Monsieur Monpetit. Merci à vous à la maison. On se retrouve toujours, même heure, même poste. Bye-bye. À la prochaine.